Alors bonjour à tous, je m'appelle Théo Giraudet, je suis donc étudiant L3 informatique à l'ISTIC. Donc l'ISTIC c'est une école de Rennes. Et je vais donc aujourd'hui vous parler principalement du système fac et de la formation que je suis. Donc bon, le plan habituel, hein, au début j'ai parlé du système universitaire parce qu'apparemment vous n'êtes pas trop au courant de comment fonctionne la fac. Ensuite on va parler du coup de l'ISTIC en elle-même, donc qui est l'école dans laquelle je suis. Des cours qui sont présentés à l'ISTIC et notamment surtout ceux de première année vu que c'est ce qui me concerne le plus, et ensuite des débouchés qu'il y a suite à la filière. Voilà. Alors commençons par le système universitaire. Donc le système universitaire est très différent en fait, de ce qu'on peut retrouver au lycée. Notamment l'année n'est plus divisée en trimestres mais en semestres, donc au nombre de 2 semestres pour l'année étudiante. Un semestre à peu près 4-5 mois. Donc le premier semestre commence en septembre, finit en décembre, et le deuxième semestre commence en janvier, finit en avril ou mai en fonction de quand se trouvent les partiels. Donc il n'y a plus de système de coefficients pour les matières. On a un système qu'on appelle de crédits, donc ECTS, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des crédits qui sont communs dans toute l'Union européenne. Donc dans l'idée, ça va permettre d'évaluer votre niveau. Les crédits que vous acquérez au cours de l'année, au nombre de 30 crédits par semestre que vous avez réussi. Donc, comme je disais, ces crédits sont communs à toutes les écoles et notamment à la plupart des établissements de l'Union européenne, donc des établissements type universitaire. C'est-à-dire que si vous avez acquis 60 crédits lors de la première année, donc qui est ce qu'on acquiert en une année, vous pouvez changer, aller par exemple dans une école en informatique, dans une fac en informatique en Suède, en Autriche, en Allemagne, et directement aller sur la deuxième année parce qu'on sait que votre niveau est évalué à 60 crédits. Donc chaque matière apporte un certain nombre de crédits. Les crédits sont attribués par matière en fonction du nombre d'heures de cours qu'il y a dans la matière. Donc pour les ISTIC, ça évolue entre 3 crédits pour une matière telle que l'anglais, jusqu'à 5-6 crédits pour des matières purement informatiques. Donc voilà. Ensuite, les cours ne sont pas réalisés par des enseignants, par des professeurs comme c'est le cas au lycée, mais vraiment par des chercheurs, donc plus spécifiquement des enseignants-chercheurs. Donc la principale différence réside dans le fait qu'au lycée, vous avez des profs qui ont été formés pour enseigner, mais dans un cadre donné. Par exemple, formés pour des programmes de lycée, formés pour des programmes de collège. Tandis que là, ce sont vraiment des personnes qui bossent sur le sujet qu'ils présentent, et au-delà de ça, qui font de la recherche sur le sujet. Donc des personnes qui sont très calées dans leur domaine, ce qui est différent, par exemple par rapport aux professeurs de maths, vous pouvez leur poser des questions et des fois, ils n'ont pas trop la réponse. Donc là, c'est l'avantage de ça. Ensuite, à la fac, la plus grosse différence de la fac et les autres établissements post-bac, donc le BTS et la prépa, parce que l'IUT, c'est un système fac, donc c'est que c'est beaucoup de travail en autonomie. Donc ça veut dire que beaucoup de travail personnel, notamment, il n'y a pas de professeurs, d'enseignants qui sont là pour vous dire attention, vous n'avez pas réalisé vos cours, attention, vous n'avez pas été présent à ce TD-là. Non, les profs ils s'en foutent, ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour dispenser leurs cours au présent, et ceux qui ne sont pas là, bah, tant pis pour eux. Voilà. Donc il n'y a pas de rappel. Donc nous avons 3 types de cours. Les SEM, les TD, les TP. Donc SEM pour cours magistraux, TD pour travaux dirigés, TP pour travaux pratiques. Au lycée, vous n'en connaissez que 2, les TD, les TP. Vous n'avez pas de SEM. Donc les SEM sont des cours dans des amphithéâtres. C'est comme ça que sont faits essentiellement tous les cours. Donc tous les cours qu'on va vous donner, à place de vous donner dans une classe, on est dans un amphithéâtre devant donc un professeur devant 100-200 élèves. Les TD, ça va être pour l'application des cours. Donc ça va être là où vous allez faire des exercices dans des classes de 20-24, des classes de 20-24, avec un enseignant particulier du coup. Et donc par exemple des TD en mathématiques pour faire des exercices de mathématiques, en informatique, faire des exercices d'informatique, mais sur papier toujours. Alors que les TP, eux, sont là pour faire des travaux vraiment pour l'informatique, notamment sur des ordinateurs. Donc la programmation, ça va être du réseau, ça va être du circuit électronique notamment, parce qu'on a aussi des cours d'électronique. Donc voilà, donc pour revenir sur le travail d'autonomie, comme je disais, si vous n'êtes pas en cours, c'est pas grave, donc les cours ne sont pas obligatoires. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas obligatoires, c'est qu'ils ne sont pas vérifiés surtout. Votre présence n'est pas vérifiée, sauf pour les cours de TP. Donc si vous ne voulez pas aller en cours, vous n'y allez pas. Par contre, si vous êtes boursier et que vous n'allez pas en cours, vos bourses sautent. Parce que là, c'est vérifié dans ce cas-là. Donc si vous êtes boursier, vous avez intérêt à aller en cours. Pour les autres, vous faites comme vous voulez, par contre, comme c'est marqué, à vos risques et périls. Si vous n'y allez pas, il faut assumer derrière. Donc logique. Jusqu'alors, pour les examens, on avait des partiels à chaque fin de semestre, donc semestre 1, semestre 2.
Les partiels, c'est un petit peu comme le bac, mais à chaque fin de semestre. Ce sont des examens qui se passent sur toutes les matières que vous avez vues. Ce sont des examens sur papier, notamment pour l'informatique, donc faites de la programmation sur papier. Après, on a chacun notre avis là-dessus. Donc après, les crédits que vous obtenez dépendent forcément de votre réussite au partiel. Si vous aviez 10 ou plus, vous êtes admis au semestre, sinon vous n'êtes pas recalé, mais vous n'êtes pas admis, quoi. Donc dans ce cas, ça veut dire éventuellement les rattrapages. Donc ça, c'était le cas pour les années telles que moi. Sachant que les semestres se compensent entre eux. Il y a une réforme qui est passée l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Alors j'ai posé un petit peu des questions aux L1 de cette année qui sont concernés par cette réforme. J'ai pas eu beaucoup de réponses malheureusement, mais de ce que j'ai compris, il n'y a plus de partiel, tout est sur du contrôle continu. Donc, alors après, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de réponses à mes questions là-dessus, donc je ne peux pas trop en dire plus là-dessus. Donc c'est sur du contrôle continu, donc je disais, il n'y a plus de partiel, et je suppose que si vous ratez l'année, dans ces cas-là, vous redoublez. Alors, dans mon cas, il y a aussi du contrôle continu. Il y a les partiels, mais il y a quand même un contrôle continu pour s'assurer d'une certaine manière que vous travaillez un petit peu et pour pas que vous vous retrouviez dénus lors des partiels, à ne pas savoir quoi écrire devant la copie. Donc voilà pour ce qui est du système universitaire. Ensuite, dernier point peut-être, la vie étudiante quand même. C'est beaucoup plus dynamique que la vie d'élève au lycée. Notamment, on a un BDE, donc un bureau des étudiants qui est là pour nous représenter, pour nous faire des activités, quoi. Donc chez nous, ça s'appelle la Palme. En général, ils organisent 1 à 2 fois par semaine des activités type soirée loup-garou, ça va être des quiz donc, sur de la culture générale, sur des musiques, des blind tests, etc. Ça peut être aussi des soirées dans des bars. On peut avoir des prix avantageants pour les gens qui viennent de l'ISTIC. Je sais que ça peut intéresser certains. Parce que oui, l'avantage de Rennes 1 et surtout du coup de Beaulieu, le campus sur lequel je suis, c'est qu'il y a un accès direct jusqu'à République et non jusqu'à la rue de la Soif. Un truc que ça peut intéresser le jeudi. Sachant qu'en plus, si vous y allez, il n'est pas impossible que durant vos années, le métro soit fini. Donc un métro qui relie directement Rennes 1 rue de la Soif. On a besoin de passer par République. Parce que pour l'instant, il faut aller en bus. Donc voilà pour ce qui est de la vie étudiante. Maintenant, alors est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie-là? Des choses que vous n'avez pas comprises, des interrogations sur le fonctionnement? Non, bon. Du coup, on va passer à l'école en question, donc, qui est l'ISTIC. L'ISTIC, c'est un pôle de Rennes 1, donc c'est un pôle orienté recherche forcément et enseignement. C'est composé de 70 enseignants-chercheurs. Du coup, forcément, il y a plus de chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui sont pas enseignants. Donc voilà. Alors avant de commencer cette partie, je vais déjà vous poser quelques questions. Parce que quand j'étais venu il y a 2 ans, on avait été un petit peu étonné avec Thibaut. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées potentiellement par l'informatique ici? Parce qu'il y en a qui venaient et c'était juste pour louper des cours, quoi. Ok. Donc est-ce que parmi vous, certains ont déjà programmé, touché à un langage de programmation, fait des algorithmes, etc. Plus ou moins. Plus ou moins. Des langages en particulier? Plus en cours avec Python, mais bon, ouais. Très poussé. Python, d'accord. J'ai testé C++. C++, ça change le Python. Donc, est-ce que quelqu'un, l'un de vous, serait capable de, avec ses propres mots, du coup, de me donner la définition d'un algorithme? Oups, désolé. D'un algorithme. Parce que, bon, ça que j'ai tendance, c'était le cas quand j'étais venu il y a 2 ans avec Thibaut, on a tendance à essayer des termes qui sont assez techniques et qui, pour nous, semblent assez évidents, mais qui ne sont pas, du coup, pour tout le monde. Donc, c'est ça que je pose la question. Ouais, vas-y. C'est une suite d'actions réalisée avec un ordre défini? Ouais, voilà, c'est ça, dans l'idée. Donc, si on prend vraiment la définition au sens mathématique, ça va être, comme tu dis, une suite d'instructions. Donc, ça prend des entrées. Ça va exécuter une suite d'instructions sur ces entrées-là pour donner une sortie en retour. Donc, un bon exemple d'algorithme qui est assez quotidien, c'est la recette de cuisine. Dans l'idée, vous avez des entrées qui sont des pesées et des éléments pour la recette, quoi. Et, par exemple, de la farine, des œufs. Vous avez des suites d'instructions qui permettent d'obtenir à la fin un résultat qui est le gâteau. Donc, une recette de cuisine est un algorithme. Alors après, du coup, qu'est-ce que c'est un programme? Pour faire simple, un programme, c'est l'application d'un algorithme, mais dans un langage donné, de façon à donner des instructions à un ordinateur. Ok? Des questions là-dessus? C'est pour la suite, parce que quand on va parler informatique, c'est quand même intéressant que vous connaissiez ces notions-là. Donc, alors voici le parcours que propose l'ISTIC. Donc vous trouvez en bas, là, baccalauréat scientifique. Voilà. Lorsque vous entrez à l'ISTIC, vous passez par ce qu'on appelle le portail informatique électronique.
Donc c'est un portail qui est commun à la licence informatique et à la licence électronique, sachant que moi je suis dans une licence qui est informatique et électronique. Et à côté, bon, comme vous voyez, il y a le parcours CUP-GE, donc ça c'est de la classe préparatoire pour aller rejoindre des grandes écoles. Donc voilà, GE, grandes écoles. Donc ensuite, alors on peut voir une petite notation ici, et parcours L1 en 2 ans. Donc c'est parce qu'il y a une possibilité de faire ça L1 en 2 ans si on a des difficultés en mathématiques notamment. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont fâchés avec les maths déjà? Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas les maths ou qui ont du mal avec des maths? Ok, j'étais dans le même cas, si ça peut te rassurer. Donc voilà, les L1 en 2 ans, c'est un moyen, on va dire, de contrer ce problème-là, parce que la première année va être vraiment orientée sur la validation d'une partie des épreuves, enfin du coup, une partie des cours, des UE, on appelle ça, pas des matières, pas des UE dans notre domaine. Donc une partie des UE de la première année, donc de la L1, et aussi avec du soutien, de la mise à niveau en mathématiques, pour ceux qui ont du mal. Parce que le niveau mathématique demandé en informatique, c'est un niveau Bac S, voire Bac S Spé Maths. Voilà, donc je vous expliquer un peu plus en détail après les programmes. Donc, et la deuxième année sera concentrée sur le rattrapage du coup, des autres matières qui n'ont pas été faites lors de la L1 et sur quelques matières de la L2. Et du coup, après, ça se poursuit comme ça. Donc, au final, on ne fait pas une licence sur 3 ans comme c'est le cas, mais c'est une licence en 4 ans. Ok. Donc, voilà. Ensuite, il y a le passage en L2. Donc, en L2, il y a plusieurs façons de rejoindre la L2. Donc, soit on s'oriente dans un parcours qui est vraiment électronique. Dans ces cas, c'est beaucoup d'électronique, un petit peu d'informatique. Soit, au contraire, on s'oriente dans un parcours qui est purement informatique. Donc on peut distinguer 4 parcours principalement. Donc MIAGE, ça va être de l'informatique, mais plutôt lié pour l'entreprise. Informatique, ça va être de l'informatique générale, donc par exemple pour être développeur et autres, surtout pour être un master après en informatique, quoi, dans l'idée. Post-PACES, ça ne vous concerne pas, mais c'est pour ceux qui ont raté leur PACES et qui veulent rejoindre la filière informatique, donc ils peuvent rejoindre directement L2 et dans une filière particulière, vous aurez un petit peu des cours de rattrapage. Et du coup, bon, c'est le PGE qui continue. Après une licence 2, vous pouvez aller faire une licence pro. Ce n'est pas fortement conseillé, parce qu'après une licence pro, vous pouvez pas rejoindre un master notamment. Par contre, si vous voulez plus au milieu du travail, effectivement, ça peut être intéressant. Et la L3, donc l'année sur laquelle je suis, donc parcours électronique se divise en 2 branches, donc je ne connais pas trop parce que c'est pas là où je suis. Et donc à l'informatique, on a MIAGE qui continue, on a informatique qui continue, et on a l'apparition parcours sciences informatiques, qu'on appelle SI, qui est de l'informatique mais théorique. Donc ça va être beaucoup plus orienté sur la logique, sur les mathématiques et sur l'informatique, mais vraiment à une échelle théorique, comme je disais. Donc c'est-à-dire moins de programmation, ça va être plus de théorèmes, plus de démonstrations, etc. Donc c'est vraiment, ce parcours-là est vraiment fait pour les gens qui veulent rejoindre notamment un doctorat après le master. Voilà. Donc voilà, bon, et après forcément il y a la couche master qui arrive. Voilà. Donc quelques chiffres un petit peu sur l'ISTIC. Donc déjà ça n'a pas de réelle signification si vous me posez la question. Les profs ils nous ont dit que c'était juste parce qu'ils trouvaient que ça faisait joli. Pourquoi pas. Alors après on peut quand même lui donner un certain sens, on peut dire Institut supérieur de technologie de l'information et de la communication, bon, ISTIC. Donc le taux de réussite en L1 est de 40%. Je précise 40% de taux de réussite, c'est pour ceux qui ont été présents en examen. Donc on passe ceux qui n'ont pas été présents, ceux qui ne sont pas y allés. Alors c'est un nombre qui peut paraître assez faible. Après il faut se dire qu'en L1, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans l'orientation, ils ne savent pas trop où ils veulent aller, et notamment les boursiers sont obligés d'aller en cours jusqu'au bout. Donc ils sont obligés de passer les partiels avant de se réorienter. Enfin, ils peuvent peut-être s'orienter, mais en tout cas ils ne peuvent pas sécher, quoi. Donc s'ils veulent s'orienter à partir de la 2e année, ils sont obligés de passer les partiels. Donc ce qui donne un taux de réussite assez faible. Alors 40%, ça ne veut rien dire si on n'a pas le nombre d'étudiants. Donc le nombre d'étudiants, il y a à peu près, alors j'avais marqué, donc en licence tout court, il y a à peu près 512 étudiants, ça fait à peu près 200 étudiants pour la L1. Donc ça fait 40% des 200 étudiants qui sont acceptés, enfin qui ont réussi leurs examens et du coup qui peuvent aller éventuellement sur une L2. Voilà. Alors ensuite, 90% d'insertion professionnelle après le master. Donc après un master, vous êtes quasiment sûr de trouver un emploi, ou alors si vous faites une année sabbatique, quoi, dans l'idée. 98%, c'est dans les 30 mois qui suivent. C'est d'après les chiffres de l'ISTIC. Donc ça fait beaucoup de mois, ils se prennent une sacrée marche quand même. Mais voilà, donc l'informatique, on vous l'a sans doute déjà dit, mais c'est un milieu qui recrute énormément. Donc vous êtes quasiment sûr de trouver un emploi, plus ou moins, peu importe ce que vous faites comme métier d'informatique après. Et que les élections de prêt, notamment, pour ceux qui sont intéressés par le jeu vidéo, game designer recrute très peu.
préviens comme ça, malheureusement. Alors, ensuite, le nombre d'heures de cours par semaine tourne entre 20 et 28 heures, ça dépend de la période de l'année. Parce que nous, à l'ISTIC, en général, on a d'abord les CM qui vont, on va dire, prendre la moitié, voire les 3/4 de l'année. À cheval, on va avoir les TD qui vont commencer un peu plus tard, puis les TP qui vont commencer un peu plus tard. Donc quand on a un cours, on l'a bien sûr sur à peu près tout le semestre, mais on n'a pas les différents types de cours sur tout le semestre. Donc comme je disais, on va déjà commencer par les CM pour avoir les connaissances, ensuite les TD pour forcément appliquer les connaissances, et les TP pour avoir du pratique. Donc ce qui fait qu'on a à peu près entre 20 et 28 heures de cours. Ça peut sembler peu par rapport à vous qui devez tourner autour, je suppose, de 35, peut-être 40 heures. Je ne sais pas combien d'heures c'est actuellement. Mais comme je disais, la fac, c'est beaucoup de travail en autonomie. C'est-à-dire que les profs, ils donnent ça comme chiffre par heure par semaine, mais c'est aussi le nombre d'heures par semaine que vous êtes censé travailler personnellement. Ce qui fait que ça double les chiffres de travail. Théoriquement, personne ne le fait. Donc, pour la répartition des cours. Donc voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Donc en jaune, 45% de cours orientés informatique. En gris, 24% de cours orientés électronique. En orange, 25% de cours orientés mathématiques. Et en 6%, du coup, ça va être anglais et méthodologie. Quand même voir beaucoup d'informatique quand même. Alors ces chiffres-là, d'où ça sort par rapport au nombre d'heures de cours qu'il y a sur le semestre. Donc sur le nombre d'heures de cours, si on fait la somme, 45% des heures de cours sont des cours d'informatique. On peut aussi voir que mathématiques prend une grosse place. Pour ceux qui sont fâchés avec les maths, c'est un peu dommage. Et donc électronique qui prend du coup l'autre quart en question. Et dernière statistique, du coup, type de cours, donc on peut voir 20% de CM, 30% de TP pour 50% de TD. Donc la fac, c'est beaucoup de théorie, donc pas beaucoup de pratique, d'où le fait qu'il y ait 50% de TD. Alors si vous voulez vraiment faire de la pratique dans ces cas-là, peut-être plutôt partir sur un BTS ou plus de pratique, même si au final, ça sera plus borné à un domaine précis. Là où la fac, c'est très général. Donc voilà, j'avais envoyé un mail à la responsable de L1 pour demander des chiffres supplémentaires, mais elle ne m'a pas répondu. Donc je ne peux pas exactement vous dire, notamment pour les filles présentes ici, le pourcentage de filles à la fac, enfin à la fac à l'ISTIC, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'informatique c'est un milieu d'hommes, un milieu où il y a essentiellement des hommes. Enfin, essentiellement des hommes, c'est vrai, hein, le nombre de femmes doit tourner autour de 10% en étudiantes. Par contre, c'est pas un milieu d'hommes. Ça recrute beaucoup de femmes et il y a beaucoup de grandes informaticiennes qui ont été des femmes du coup. Notamment celle qui a fait le programme qui nous a permis de marcher sur la Lune. C'est une femme. Voilà. Donc depuis toujours, l'informatique, c'est un milieu où il y a aussi des femmes. Il ne faut pas se borner au fait qu'il n'y a que des hommes. C'est faux. Même si effectivement, elles sont peu représentées. Voilà. Est-ce que... Bon, voici un exemple d'emploi du temps de L1. Donc ça, je l'ai pris au milieu de l'année. Donc là où il y a à peu près le plus d'heures de cours, on va dire. Donc bon, ça ne va pas vous dire grand-chose les noms. On y reviendra après de toute façon pour les matières, mais ça permet de voir un petit peu comment c'est réparti. Sachant que bon, c'est réparti un petit peu n'importe comment. Moi, le vendredi, par exemple, je commence à 9h, je fais du 9h, 10h30 en anglais, puis après je reprends à 16h, puis je fais du 16-18. Donc ça donne une idée, la répartition est assez aléatoire. La seule différence avec vous, à part le nombre d'heures, c'est qu'il y a cours mercredi après-midi. Sauf pour ceux qui ont des options chez vous, dans ce cas-là, c'était déjà le cas. À l'ISTIC, l'étendue des cours, c'est de 8h à 18h15. Vous ne pouvez pas avoir cours jusqu'à 20h comme c'est KRN2. Notamment. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces chiffres-là, sur cette présentation un petit peu de l'ISTIC en elle-même? Non, bon. Je regarde si j'ai rien oublié. Ça devrait aller. Donc, on va passer du coup aux cours qui sont présentés lors de la première année. Donc, alors déjà sur toute la licence, les cours, on va dire, sont séparés en 4 parties. Donc il y a la partie informatique, forcément. Il y a la partie électronique, on a vu tout à l'heure. Il y a la partie mathématique et la partie qu'on n'a pas vu dans le graphique parce qu'ils sont liés aux mathématiques, c'est la partie logique, qui est très présente dans la licence informatique. Alors très peu en L1, mais surtout en L2 et en L3. Donc pour les cours qui représentent ces différentes matières, alors bon, déjà il faut savoir que toutes ces matières-là sont liées entre elles. C'est parce qu'on parle d'une partie mathématique que ces mathématiques-là ne vont pas être utilisées dans la partie informatique. Contrairement au lycée où les cours sont très bornés, à la fac, les limites sont bien plus floues que ça. C'est histoire de vous donner une idée. Donc, notamment les cours de logique qui vont être utilisés dans toutes les autres matières. Parce que logique, c'est vraiment la matière centrale, le domaine de matière centrale à ces trois matières-là. Donc ces matières que vous n'avez pas en cours, du coup on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc commençons déjà forcément par l'informatique qui est ce pourquoi vous êtes là.
Donc les cours d'informatique, ils sont présentés par différentes matières. Donc au semestre 1, il y a ce qu'on appelle la DIE, donc découverte informatique électronique, qui est un cours qui va durer seulement un tiers du semestre, qui va être une initiation à l'informatique, à la programmation et à l'électronique forcément. Donc ensuite, il y a les cours d'informatique. Donc en informatique, ce qui va être fait, c'est une initiation Java. Parce que le langage de programmation utilisé à l'ISTIC, c'est le Java. Pour ceux qui connaissent, c'est le genre Minecraft. Voilà. Donc initiation Java, donc les bases, vraiment programmation, ce qu'on appelle impérative. Ensuite, sciences de l'informatique, donc SI, ça va être de ce qu'on appelle la complexité. Donc quels sont les algorithmes qui sont optimisés, quels sont ceux qui ne sont pas, quels sont ceux qui vont être plus longs à exécuter que d'autres. Ça va être tout ce travail-là. Donc à cheval entre vraiment les mathématiques et l'informatique. Ensuite, au semestre 2, bon, informatique 2, donc là ça va être surtout de l'architecture, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de quoi est composé un ordinateur, comment fonctionne un disque dur, un petit peu quelques bases sur le réseau. Ça va être vraiment cette idée-là de hardware, donc le côté matériel de la chose, et du software, donc le côté logiciel. Ensuite, sciences de l'informatique 2, bon bah là c'est un peu bizarre, mais c'est la continuité d'informatique 1, ça va être du Java, voilà, un peu plus poussé. Et là, voilà, je vais encore, mais non. Alors ensuite, la deuxième partie, donc la partie électronique, un peu moins de matière, forcément moins représentée, donc DIE forcément qui est informatique et électronique, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Codage n'a pas de la programmation. Codage n'est pas égal à programmation comme on pourrait l'entendre tous les jours. Donc codage, ça va être plutôt conversion de base, passer du décimal au binaire, du décimal à l'octal. Donc ça va être des changements de base. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par base déjà. Peut-être ceux qui ont fait SP Maths, c'est sûr. Oui, tout le monde. Pas vraiment. Je vais expliquer un petit peu alors. Dans l'idée quand on compte, nous on compte en base 10, c'est-à-dire qu'on compte avec des chiffres qui vont de 0 à 9, donc ça fait 10 chiffres. Et en binaire, les bases utilisées ne sont pas la base 10. Ça va être la base 2, donc on compte de 0 à 1, donc c'est ce qu'on appelle le binaire. Ça va être encodé des chiffres du coup du décimal au binaire. On a l'octal qui va être de la base 8, donc de 0 à 7, donc qui va forcément être codé sur ces 8 chiffres. Et on a l'hexadécimal qui est de 0 à 15, donc sur 16 chiffres. Donc l'idée c'est comment passer d'une base à l'autre, comment représenter les nombres à virgule en binaire, parce que c'est intéressant, vu qu'il n'y a pas de virgule en binaire. Ça va être comment l'ordinateur interagit avec ces nombres-là, comment il les interprète, comment on sait quelle séquence binaire, donc quelle séquence de 0 et de 1 correspond à A, correspond à B, parce que tout en informatique est binaire. Donc même les caractères sont binaires, et donc même les caractères ont une traduction binaire. Donc ça va être vraiment tous ces trucs-là qui sont intéressants pour commencer l'informatique. Ça va pour tout le monde? Bon, ensuite, semestre 2, donc SEN2, SN1 plutôt. Donc c'est un cours ce qu'on appelle d'électronique numérique. Donc au début on va faire un petit peu bidouiller sur des cartes. Donc ça va être prendre des petits fils, faire du câblage, ça va être je veux dire porte logique, mais ça peut pas parler à grand monde, porte logique. Non, je pense pas. Si, un petit peu. Une porte logique dans l'idée, c'est parce qu'il faut savoir qu'en électronique numérique, on n'a pas d'idée 5 volts de 0 volts comme vous avez pu le voir peut-être au collège, quand vous avez fait l'électricité. Mais en électronique numérique, on a une idée de 0 et de 1. Donc grossièrement, 0 ça correspond entre 0 et 2,5 volts, là où 1 ça correspond entre 2,5 et 5 volts. Donc on va fonctionner avec ces 0 et ces 1, et donc les portes logiques, ce sont des façons, on va dire, de faire des calculs avec de l'électronique. Donc par exemple, supposons deux câbles ici, on a une porte logique là et on a un câble qui sort. Donc là on a deux câbles, on a un câble qui a une valeur de 0, donc il n'y a pas de courant dessus, et un câble qui a une valeur de 1, donc il y a un courant dessus. Se fait passer dans ce qu'on appelle une porte E par exemple, dans l'idée, c'est qu'on va regarder, et si les deux sont à 1, dans ces cas-là on va sortir 1. Sinon si on a un des deux qui n'est pas à 1, dans ces cas-là on sort 0. Donc voilà, l'idée c'est, ça parle pas vraiment parce que ça c'est abstrait. On y reviendra un petit peu dans la partie logique peut-être, mais dans l'idée c'est vraiment pour faire des calculs de base en électronique, et donc sachant que l'informatique est baisse électronique en informatique à terme. On y reviendra un petit peu tout à l'heure dans la partie logique, vu que dans porte logique il y a logique. Quoi. Donc comme vous pouvez voir c'est une option, c'est-à-dire que là ce que j'affiche ça va être informatique électronique, mais il y a possibilité de ne pas prendre SEN1 et plutôt de prendre économie ou physique. J'ai mis SEN1 parce que personne quasiment prend économie ou physique. Physique, ça n'a pas trop d'intérêt sans électronique derrière, c'est physique ou informatique. Bon, voilà. Économie, à part pour ceux qui veulent faire millage, donc le parcours dont je parlais tout à l'heure qui est orienté entreprise, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc sur ça, la plupart des personnes prennent SEN.
Alors ensuite, les mathématiques. Donc la première maths, bon, il y a 2 matières, de toute façon mathématiques. Semestre 1, ça va être maths 1. Donc mathématiques 1, ça va être la continuité, avec en partie une reprise du programme de terminal S, c'est-à-dire des complexes au début. Puis après, ça va être, dans mes souvenirs, c'était des matrices, beaucoup de matrices. Donc là, par contre, c'est plutôt spé maths pour le coup. Ce qui est bien, c'est qu'ils reprennent les complexes de zéro, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas forcément de bac S, même si c'est fortement recommandé, mais il y a des personnes qui viennent de bac ES, qui viennent de, je sais pas, de bac pro, notamment, ça arrive, de STMG, beaucoup aussi, STMG, STI2D, donc de bac technologique. Donc ils reprennent les bases, mais par contre, ils reprennent rapidement. Donc c'est un avantage, on a déjà les connaissances dans le domaine. Et maths 2, forcément, donc semestre 2, qui va être la continuité. Donc encore une fois, c'est beaucoup de matrices et quelques fonctions linéaires. Donc un petit peu ce que vous voyez déjà en bac S. Bon, mathématiques, moi j'ai jamais été très bon en mathématiques, personnellement. L'avantage c'est qu'en L3, il n'y a plus de mathématiques. Les mathématiques sont mélangées à l'informatique, parce que oui, c'est pas qu'elles sont plus là, c'est qu'elles sont déguisées, elles sont cachées. Et ce que vous voyez là, pour l'instant, on ne les a jamais vraiment appliquées en informatique. Les matrices, on n'a jamais vraiment fait en informatique. Donc l'intérêt pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et la dernière partie, donc la partie qui vous parlera le moins, qui est la logique. Je pense pas que vous ayez fait de logique en cours. Vous avez encore des cours de philo? Oui. Vous avez qui en philo? Monsieur Jean. Monsieur Jean, bon, parfait. Vous avez fait le cours sur la vérité ou sur la logique? Plus ou moins, oui. Ok, donc est-ce que nous, je me souviens, vous n'avez pas d'étape de vérité? Je ne sais pas si vous en avez parlé. Si. Vous n'avez pas d'étape de vérité? On a parlé de la vérité, mais... Ouais, mais les étapes de vérité, qui sont des notions informatiques en fait. Ah. Enfin, et logiques surtout. Donc dans l'idée, l'étape de vérité, ça reprend ce concept-là. Sauf qu'on l'écrit dans un tableau. Donc par exemple, si on prend 2 valeurs, donc top, les cases. Donc si on prend 2 valeurs A et B, donc un petit peu comme ici avec les câbles, les valeurs A et B peuvent prendre des 0, enfin peuvent prendre 0 ou 1, vrai ou faux, en logique. Okay. Et dans l'idée, c'est de voir lorsqu'on applique un opérateur, on a des opérateurs, ce qu'on appelle des opérateurs logiques, le et, le ou exclusif, etc. Donc là, on va reprendre l'exemple du et vu qu'on était là-haut. Donc si on prend l'opérateur et, l'idée c'est de voir ce que ça donne lorsqu'on les combine avec, lorsqu'on combine du coup les 2 opérateurs. Donc un petit exemple. Donc un et, ça veut dire qu'il faut un élément et l'autre. Lorsque vous dites en français, je sais pas, je vais manger et boire, dans ce cas-là, en général, si vous allez manger et vous allez boire. Même si on a une discussion en français, en logique, c'est juste une idée de, on fait les deux, et pas seulement un des deux. Donc par exemple, si on part sur le principe que A est vrai et que B est vrai, c'est-à-dire qu'on va manger et on va boire, dans ces cas-là, le résultat sera vrai, parce qu'on va faire les deux. Par contre, si on part sur vrai et faux, donc là on a mangé, on va manger mais on ne va pas boire, dans ces cas-là, on n'a pas mangé et boire, du coup c'est faux. Et après, c'est reste pour le reste de la table. En fait, j'ai bien fait 4 cases. Donc voilà, là on a faux encore, et si on a faux et faux, on a faux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'étape de vérité. Là j'ai fait pour l'opérateur et, mais il existe plusieurs autres opérateurs. Donc comme je disais, il y avait le OU, qui est le OU français de... attendez une seconde. Alors c'est le OU français de, par exemple, vous avez un jeu de cartes, on vous dit prenez un cœur ou prenez une dame. Dans ces cas-là, vous allez prendre une dame, vous allez valider la condition. Vous allez prendre un cœur, vous allez valider la condition. Et si vous prenez la dame de cœur, vous allez aussi la valider la condition, parce que c'est une dame et un cœur. Ok. On a le ou exclusif. Donc là, ça va être le ou du restaurant. Lorsqu'on vous dit entrée ou dessert, vous pouvez prendre entrée, vous pouvez prendre dessert, vous ne pouvez pas prendre les deux. Donc là, c'est pas le même ou. Pourtant, en français, c'est le même nom. On appelle ça un ou exclusif parce qu'on on exclut l'intersection. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous voyez en probabilité. Et on a, c'est les 3 opérateurs qu'on utilise en fait. Et après, à partir des opérateurs-là, on en discute. Donc voilà principalement ce qu'on entend par table de vérité et opérateur logique. Donc là, en L1, comme je disais, la logique est très peu représentée. Donc ça va être représenté notamment, seulement d'ailleurs par FOM, donc fondamentaux et objets mathématiques. Alors bon, c'est assez étrange de mettre ça dans logique vu qu'il y a mathématiques dedans, mais il faut savoir que la logique, c'est la base de tout. La logique, c'est la base des maths, la logique, c'est la base de la réflexion, de la philosophie. Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de logique avec ces mots? C'est pas intéressant. Parce qu'on parle d'un concept, ça se trouve que vous ne comprenez pas vraiment, donc ça peut être intéressant déjà de donner une définition à ce concept-là. Personne?
C'est un concept assez vague quand même. C'est assez abstrait. Donc en logique, la logique telle qu'on l'entend en sciences scientifiques du terme, donc aux sciences informatiques et au sens conventionnel qu'on utilise tous les jours, c'est un domaine, un domaine scientifique du coup, mais qui va plutôt être orienté sur les bons raisonnements, sur comment bien raisonner dans un domaine, comment bien raisonner tout court, d'ailleurs comment savoir si un raisonnement est valide ou ne l'est pas, et quand je dis que c'est la base de tout, c'est-à-dire que la philosophie, lorsqu'on communique, il faut voir les raisonnements qui sont justes et les raisonnements qui sont faux. Parce que, surtout en politique notamment, on voit que des fois on essaie de nous baragouiner un petit peu, de nous donner quelques mensonges, et pour cela on va essayer des raisonnements, des faux raisonnements logiques, donc qui semblent logiques à l'oreille, mais au final qu'on étudie ne le sont pas du tout. En mathématiques, ça va être utilisé pour faire des théorèmes, parce qu'un théorème, il faut que ce soit basé sur des bases qui soient justes. Donc pour cela on va utiliser ce qu'on appelle des raisonnements logiques. Donc si le raisonnement est logique, forcément la conclusion du raisonnement sera aussi logique. Et donc on va pouvoir, à partir des conclusions du raisonnement, aller plus loin et en déduire d'autres raisonnements. Donc c'est entièrement comme ça que sont basées les mathématiques. En informatique, l'informatique c'est un domaine des mathématiques. L'informatique c'est des mathématiques. Donc forcément l'informatique c'est la logique. Pour ceux qui ont déjà programmé en Python là, les opérateurs booléens, ça vous parle? Boole, non? Ah, c'est vrai que j'ai oublié en Python, c'est pas typé. Les opérateurs booléens, c'est exactement ça en fait. Donc en informatique, vous avez un opérateur qui est sans doute l'opérateur de base qu'on utilise le plus, qui va être l'opérateur booléen. Donc ça se caractérise par un esperluette. Bon, vous voyez le concept, je pense. Le et d'entreprise, comme on l'appelle. Non? Voilà, ça s'appelle l'esperluette. Donc l'esperluette va représenter un et logique, le pipe, donc, la barre oblique, le non oblique plutôt, va représenter un ou logique, etc. Donc ça c'est très utile en informatique, parce qu'en informatique, on a des opérateurs qui peuvent prendre la valeur soit vrai, soit faux, et dans ces cas-là, on peut refaire ces opérations-là en informatique. Comme on a pu le voir en logique, c'est très utilisé, en logique, en électronique, c'est très utilisé, donc la logique c'est vraiment utilisé partout. Mais bon, comme vous n'avez pas de cours de logique, je trouve être une très grosse erreur. Pour moi, ça devrait être un cours obligatoire au lycée. Tellement c'est utile, je pense qu'on va partir d'un petit exemple. Est-ce que vous avez entendu parler, alors Monsieur Jean a dû vous parler Monsieur Jean a dû vous en parler du syllogisme. Syllogisme. Bon, on va en parler un petit peu. Parce que moi, la logique, c'est vraiment une matière essentielle, et quand c'est une matière que vous ne comprenez pas trop, je pense que des exemples sont intéressants. Donc, un syllogisme, c'est un raisonnement qui tient en 3 phrases. Donc, la première phrase, on énonce un fait. Donc là, tous les hommes sont mortels. Ensuite, on énonce un deuxième fait, qu'on déduit. Un deuxième fait qui se base sur le premier fait, donc Socrate est un homme. Okay, et on déduit de ces 2 phrases quelque chose. Donc, Socrate est mortel. Comment? Il est mort. D'où le fait qu'il soit mortel. Parce que s'il n'était pas mort, on peut se poser des questions. Donc, ça vous semble logique, je pense. Ça coupe de source, comme on dit. Maintenant, un deuxième syllogisme. Donc, qui vient du Rhinocéros de Ionesco. Donc, si vous connaissez, c'est une petite pièce de théâtre. Donc voilà. Donc, tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Là, le raisonnement semble logique. Pourtant, je pense que vous doutez de la conclusion quand même. Après, je ne connaissais pas Socrate personnellement. Oui, c'est vrai. Et donc là, la question, c'est où est l'erreur de logique? Est-ce que quelqu'un la voit? Est-ce que quelqu'un voit l'erreur de logique qu'il y a dedans? Parce que forcément, si la conclusion est fausse, enfin, si la conclusion semble absurde, c'est qu'il y a une absurdité au-dessus. Pas que les chats qui sont mortels. Exactement. Donc, on va étudier ça vite fait alors. Je propose qu'on compare les 2 textes. Donc, on va faire ça avec des ensembles, un petit peu comme vous faites en probabilité. Okay, donc, on va définir un ensemble déjà pour la première phrase. Donc, tous les hommes sont mortels. On a déjà un ensemble qui est l'ensemble des mortels, qui va contenir tous les éléments qui sont mortels. Okay, donc, que je représente ici en orange. Ensuite, on a l'ensemble des hommes. Donc, on dit que tous les hommes sont mortels, c'est-à-dire que l'ensemble des hommes se trouve dans l'ensemble des mortels, forcément, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui ne sont pas mortels. Donc, un cercle bleu qui se trouve du coup dans le premier cercle orange. Et ensuite, on dit Socrate est un homme. C'est-à-dire que Socrate, c'est un point qui se trouve quelque part. On dit que c'est un homme, du coup, il se trouve dans l'ensemble bleu, forcément. Donc, Socrate est un homme. Et donc, comme on peut le voir, comme il est dans le cercle bleu, il est dans le cercle orange, alors forcément, Socrate est mortel. Vous voyez le raisonnement? Maintenant, on va faire pareil avec l'autre. Donc, on va déjà définir tous les chats sont mortels. Donc, comme je disais, on a le cercle orange et le cercle bleu qu'on retrouve, un petit peu comme à gauche. Socrate est mortel. Et c'est là où va se poser l'ambiguïté. C'est que dans le cercle mortel, il peut être à l'extérieur du cercle bleu comme il peut être dans le cercle bleu.
Et donc forcément, on ne peut pas en déduire que Socrate est un chat, parce que ça se trouve, Socrate se trouve à l'extérieur du cercle bleu, et dans ces cas-là, il n'est pas un chat. Et donc la conclusion ici est fausse. Alors ça peut vous sembler absurde vu comme ça, mais il faut savoir que les faux syllogismes, c'est très utilisé au quotidien, notamment par les politiciens. Donc je vous propose un exemple qu'on entend très souvent dans notre belle France, en reprenant du coup ce syllogisme-là et en modifiant légèrement les termes. Tous les terroristes sont musulmans, Rachid est musulman, donc Rachid est un terroriste. C'est un syllogisme, et on l'entend très souvent ce syllogisme. Pourtant, il est complètement faux, comme on a pu le voir précédemment. Là, on peut inverser, hein, j'ai juste changé les mots en orange. La structure est la même. Donc voilà en quoi est important la logique. Bon, alors là, forcément, je l'ai fait avec des belles phrases. Hein, vous en doutez que la logique mathématique, c'est pas que des phrases. La logique mathématique, c'est plutôt représenté comme ceci. Voilà. Donc quand on n'a pas l'initiation, forcément, on ne comprend rien. Donc voilà pour ce qui est du syllogisme. Voilà, et aussi bon, l'importance de la logique dans la vie de tous les jours, pas qu'en informatique, pas qu'en mathématiques. La logique, c'est utile partout, tout le temps. Ah. Alors, un autre exemple. On vous dit souvent en cours, une fonction continue, c'est quand on peut faire une courbe sans lever le doigt. Ça, c'est ce qu'on vous dit tout le temps lorsqu'on définit une fonction continue. En logique, on peut vraiment définir ce que c'est une fonction continue. En logique, une fonction continue, enfin, en utilisant des termes logiques plutôt, une fonction continue, c'est ça. Alors encore une fois, ça vous semble bien compréhensible. Hein. Mais quand on sait à quoi correspond chaque symbole, au final, c'est logique. C'est le principe du truc. Donc voilà quoi c'est la logique. Ça se permet d'exprimer au final des faits, d'exprimer de façon formelle, en retirant toute ambiguïté notamment, et du coup d'en déduire des conclusions sur ces faits. D'où le fait que ce soit vraiment utile. Donc voilà ce qui était pour la logique. Petite partie du coup sur les autres cours qu'il y a à l'informatique, il y en a quelques 2-3 autres, notamment l'anglais, forcément. J'ai mis dans semestre 1, mais l'anglais il est sur semestre 1 et semestre 2. L'anglais c'est la seule matière qui n'est pas spécifique au semestre mais spécifique à l'année. Donc ça sert à rien, on va pas se le cacher. En fait vous voyez rien de plus vraiment que ce que vous voyez au lycée. Le seul intérêt de l'anglais à la fac, ça va être maintenir votre niveau, ça peut être d'augmenter. À la rigueur, vous donnez un peu plus de vocabulaire. L'anglais, ça se caractérise par 1h30 de cours par semaine. Déjà, on voit l'intérêt. Et la seule différence, sinon autre, c'est les domaines étudiés. Donc l'anglais, en tout cas holistique, ça va être de l'anglais plus technique, mais pas technique informatique, technique à la science. Donc les étudiés sont intéressants par contre, notamment ce semestre, moi j'étudie les améliorations qu'on peut apporter au cerveau. Donc ça va être par exemple insérer des puces numériques dans le cerveau, ça va être essayer d'augmenter les capacités, en fait, les performances du cerveau, mais grâce à la technologie. Donc les sujets sont intéressants. Après, bon, comme je disais, la matière n'a pas grand intérêt en elle-même, malheureusement. Il faudrait plus d'anglais, parce que l'anglais est ultra important en informatique. Vu que d'ailleurs d'anglais scientifique tout court. Déjà, lorsqu'on programme en anglais, on programme pas en français. Les noms de variables qu'on utilise, c'est de l'anglais. Et toutes les études scientifiques, quasiment d'ailleurs toutes les études scientifiques, pas seulement qu'informatique, sont essentiellement en anglais. Donc l'anglais important à maîtriser. Et les revues informatiques aussi. Les revues informatiques sont en anglais. Science, notamment Complexité, qui est l'une des plus connues, là où vont sortir les thèses des chercheurs, enfin si les thèses font de la renommée, quoi. Donc, ça va sortir en Science c'est en anglais. Donc tout ce qui est scientifique, de toute façon, c'est de l'anglais, malheureusement. Alors à l'ISTIC, on n'a pas vraiment de cours en anglais. En L3, donc pour moi, on a un cours qui est entièrement en anglais, un cours sur le langage C, ceux qui connaissent un petit peu, et sur le système d'exploitation Linux, donc c'est le même cours. Et tout ça, c'est un cours qui est encore en anglais. Les CM sont en anglais, les cours sont en anglais, donc le prof parle en anglais, les TD parlent en français, mais les sujets sont en anglais, les sujets d'études, pareil en TP. Quoi. Donc l'anglais est important à maîtriser, et notamment pour le master. Alors ça dépend de la filière que vous prenez en master, mais beaucoup de masters demandent un certain niveau en anglais, et beaucoup de cours de master sont en anglais, entièrement en anglais. Donc voilà, l'anglais, bon, c'est dans l'informatique. Vous pouvez vous entraîner. Les conseils que nous donnent souvent les profs, ça va être regarder des séries, ça va être lire des livres en anglais, essayer de parler à des gens en anglais, par exemple sur des forums, sur des sites web, dans le jeu vidéo, ceux qui jouent. Ça peut être aller à l'étranger aussi, faire une partie de ses études à l'étranger avec Erasmus, notamment Erasmus qui est assez utilisé par les étudiants, surtout la partie de la licence du coup. Donc voilà. Autre cours, processus à la réussite, PPR, donc cours du premier semestre, encore une fois cours inutile. Sauf pour les étrangers, parce que c'est grossièrement un cours sur comment bien former. Bon, déjà, c'est des cours de méthodologie, donc comment acquérir une bonne méthode à la fac. Enfin, normalement, si vous avez réussi votre lycée, c'est que vous avez déjà plus ou moins une bonne méthode, alors vous avez un bon niveau de base.
Et l'autre partie de PRR, ça va être aussi ça va être comment bien former des phrases, ça va être combien d'espace il faut mettre entre le point et le point virgule, enfin ce genre de truc quoi. Comment bien rédiger des CV, pas des CV mais des comptes rendus. Et du coup, dans semestre 2, on tout l'année comme je disais, et projet professionnel de communication PPC, donc il y a un petit peu la continuité de PPR. Sauf que là, vous avez, alors là c'est un peu plus intéressant. Alors, où est-ce que je suis passé? Là, je retourne sur ma diapositive. Oups. Ouais, c'est un mauvais bouton. Donc, je disais, voilà, donc il y a quand même un truc intéressant dans PPC, c'est que vous avez un sujet à étudier pendant le semestre avec un de vos camarades, et à la fin de l'année, vous devrez présenter ce sujet devant les autres camarades de la classe de TD, donc devant 20 personnes, pas devant les 200 personnes de l'amphi, heureusement. Le sujet n'est pas imposé, mais il y a une thématique imposée. Donc nous, la thématique, c'était tout ce qui était affichage informatique. Donc dans l'idée, c'était faire un sujet qui parle d'un affichage, enfin d'un type d'affichage en informatique. Donc moi, j'avais fait sur les afficheurs braille pour les personnes aveugles. Donc comment les aveugles pouvaient avoir accès à l'informatique, comment ils pouvaient lire ce qu'il y avait écrit sur l'ordinateur, etc. Donc les sujets sont assez libres et c'est assez intéressant si vous trouvez un sujet qui vous intéresse, un petit peu comme les TPE si vous n'avez pas d'expérience à faire. Et c'est sur un semestre. Donc voilà pour les autres cours. Maintenant on va passer, je pense, alors s'il y a des questions sur les cours, peut-être. Il faudra attendre question à la fin sinon, si vous voulez. Donc les débouchés. Après la licence, on ne fait pas grand-chose de toute façon en général. Donc soit on peut aller sur un concours de la fonction publique. Voilà, soit on fait développeur dans des entreprises, mais dans ce cas-là, petit développeur quoi. Soit pour la plupart des étudiants, on part sur un master, ou ailleurs une licence professionnelle. Le master, comme je disais, c'est le truc le plus pris par les étudiants, ce qui va vraiment permettre de se spécialiser pour après rentrer dans un domaine plus précis. Donc on va parler un petit peu du master justement. Donc il faut savoir que le master niveau statut, donc c'est 2 ans après la licence. La licence c'est 3 ans, le master c'est 2 ans, donc ça fait 5 ans d'études au total pour le master, ça fait plus 5. Et le master donne un statut équivalent, parce que c'est pas le statut officiel, mais d'ingénieur. Donc lorsque vous êtes recruté, c'est pour faire du travail d'ingénieur en ligne. Donc voilà. Le master, les mêmes masters que propose ISTIC, donc les voici. Alors on a grossièrement 6 branches quoi. Je les connais pas tous par cœur, j'ai fait une feuille d'anti-sèche. Donc on a le master en ingénierie logicielle qui est le premier en haut à gauche ici, donc qui est sur 2 ans comme on peut voir sans branche. Donc de ce qu'ils disent sur leur site, c'est plutôt pour former des ingénieurs d'informatique dans tout ce qui est domaine de conception et de développement logiciel. Voilà, donc ça peut être par exemple du développement mobile, du développement web sans doute, donc tout ce qui est web application, etc. Ensuite on a les masters en sécurité, système et réseau. Donc, comme le nom est assez explicite, hein, c'est beaucoup de travail sur le réseau, donc sur comment fonctionne Internet, sur comment, c'est une terme technique, mais tout ce qui est DNS, routeur, donc comment transitent les données entre un serveur et vous, ou de vous à un serveur, comment en fait se déplacent toutes ces données-là sur Internet et sur le web en général. Il y a aussi du coup forcément de la sécurité et du système embarqué. Donc système embarqué, ça peut découler sur travailler dans l'automobile notamment. Et la sécurité, comme il y a marqué au-dessus, sur de la cybersécurité, un domaine très privé. Beaucoup de connaissances en mathématiques pour ce domaine, je précise. Sciences de l'informatique, donc ça c'est le parcours que je dis moi personnellement. Sciences de l'informatique, c'est l'informatique théorique. Comme je le disais, c'est un parcours qui va être, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est le même que sciences informatiques de L3. Parce que quand je vous ai présenté la licence, c'est sciences informatiques aussi. En fait, sciences informatiques, c'est pas un master, c'est plutôt ce qu'on appelle un magister. Donc maintenant, magister, c'est un master, mais sur 3 ans, on va dire. Ça comprend l'A3, le M1 et le M2. Donc ça va être beaucoup de cours sur les limites de l'informatique. Qu'est-ce qui peut être fait avec la science? Qu'est-ce qui peut être fait avec l'informatique? Et qu'est-ce qui ne peut pas être fait? Ce qui peut être calculable de ce qui n'est pas. Peut-on vraiment tout réaliser avec de la science, avec des mathématiques? Donc, je me dis science et mathématiques parce que c'est vraiment à la frontière entre ces deux domaines. Et donc c'est vraiment, c'est très théorique en fait. Et comme je disais, ça débouche principalement sur du doctorat. Pas obligatoire, mais on vous forme à la recherche, on vous forme à l'enseignement dedans. Donc chercheur. Oui, doctorat c'est pour faire chercheur justement. Voilà. Donc chercheur ou enseignant-chercheur, ou enseignant tout court je suppose. Donc voilà.
Ensuite, compétences complémentaires dans les services du numérique. Là, de ce que j'ai compris en lisant sur leur site, c'est plus un complément pour... bon, c'est complémentaire de toute façon. C'est plus un complément pour ceux qui ne sont pas spécialement dans l'informatique, mais qui veulent avoir une formation tout de même assez intéressante dans l'informatique. Donc, par exemple, gérer des serveurs, etc. Donc, ça nous concerne un peu moins quand on fait un parcours licence. Et ensuite, les deux derniers domaines, donc, qui se font avec... donc voilà, donc ces deux cours-là, ces deux matières sont entièrement en anglais. C'est un truc qui est international. Donc tous les cours sont en anglais déjà. Alors il y a le Cloud et Network Infrastructure, bon, je suis super accent anglais, donc là ça va être tout ce qui va être travail sur le cloud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le cloud, ça va être le fait de dématérialiser les données. Donc, ça ne veut rien dire, mais dématérialiser les données. Donc au lieu de les stocker sur votre ordinateur, ça va les stocker ce qu'on appelle un nuage en français. Donc ça va les stocker sur un serveur tierce. Donc ça a pour avantage de pouvoir jamais perdre les données, théoriquement, et de pouvoir y accéder de partout, de votre smartphone, de votre PC, sans avoir un PC par un disque dur, une clé USB, etc. Donc on appelle ça le cloud. Donc est-ce qu'il y a autre chose à dire dessus voilà, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qu'on appelle système pair à pair, donc ça va pas trop vous parler, sauf si vous téléchargez illégalement à l'aide de sites tels que, enfin, téléchargez illégalement à l'aide de torrents notamment, parce qu'il y a peer-to-peer, vous connaissez. Voilà, donc on regarde un petit peu ce qu'il y a de choses à dire. Donc voilà, c'est très orienté innovation et de toute façon ces deux-là sont très orientés innovation et entrepreneuriat, donc pour ceux qui veulent faire l'entreprise ou alors leur propre entreprise à terme. Voilà, et deuxième, forcément master en cybersécurité, comme je disais encore entièrement en anglais, donc si vous n'avez pas d'anglais, vous pouvez aller là-haut. Là c'est de la cyberdéfense, travailler par exemple pour les entreprises, travailler pour les meilleurs, pour l'État. Ça va être savoir protéger un système, ça va être savoir attaquer un système, c'est tout ce genre de trucs là. Beaucoup de connaissances mathématiques notamment pour contourner les systèmes, pour passer à travers ou même pour défendre un système tout simplement. Ça peut être de la cryptographie, donc comment vos données bancaires sont protégées. Donc ça va être un peu la cybersécurité, tout ça. Donc c'est beaucoup mathématique parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les données bancaires, la cryptographie, c'est entièrement basé sur les nombres premiers. Se référer au cours de SPMAT. Concurrence linéaire, etc. Ça parle à certains. Et Rennes est en pointe en cybersécurité. Comment ? Rennes est en pointe en cybersécurité. Rennes est l'un des leaders européens, en tout cas, dans le domaine de la cybersécurité. Donc autant dire que c'est assez intéressant d'aller à Rennes pour cela, pour ceux qui sont intéressés. Alors bien sûr le master, on n'est pas obligé d'avoir fait, on n'est pas obligé d'avoir fait une licence à Rennes pour rejoindre un master ici. Si vous avez fait une licence à Nantes, si vous avez fait une licence, je sais pas, en Allemagne, vous pouvez quand même rejoindre ce master-là. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà un niveau L3 ou équivalent. Donc je suppose que UT ça passe aussi. Ou alors il faut qu'il passe peut-être par une licence 3. Donc voilà pour ce qui est des masters. C'est vrai qu'en informatique, souvent dans le stéréotype, informaticien c'est pour programmer derrière un PC. L'informatique c'est un domaine qui est très très vaste. Ça peut être bioinformaticien, moi j'ai une amie qui veut faire bioinformaticienne, c'est-à-dire faire l'informatique mais dédié à tout ce qui va être traduction du génome humain. Donc comment décoder l'ADN, etc. Et c'est de l'informatique, il y a une partie d'informatique dedans. Ça peut être dans le domaine du jeu vidéo, notamment donc web designer, game designer, enfin pas web, game designer plutôt, level designer, level builder, etc. Développeur en jeu vidéo tout simplement. Donc ça peut être, comme je disais, de la recherche dans tout ce qui est frontière entre mathématiques et informatique, donc dans une part très théorique de la chose. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, système embarqué, donc travailler sur des voitures, l'informatique dans les voitures, parce que maintenant l'informatique on a partout. Il y a même de l'informatique dans les ampoules maintenant, les ampoules connectées, pour ceux qui connaissent. Ça peut être de l'informatique en IoT justement, donc Internet des objets. Ça peut être de l'informatique dans le web, dans le cloud, ça peut être de l'informatique en ce qu'on appelle en data science, donc ça va être la science de tout ce qui va être traitement des données, donc très utilisé surtout de nos jours et encore plus à l'avenir. Par les gens d'informatique avec Google, Microsoft et tout, qui ont des données, des téraoctets, voire des pétaoctets de données à traiter, comment les traiter de façon optimale, comment les traiter rapidement, etc. Donc l'informatique, c'est vraiment un domaine qui est très très vaste, qui ne se contente pas seulement d'être du développement. C'est intéressant à savoir parce que c'est un stéréotype qui a tendance à tenir. C'est pas que les vieux barbus ou les jeunes à boutons et à lunettes qui font de l'informatique. Hein. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Y a-t-il des questions, des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou autre chose du style quoi. Ouais. Pour rentrer à cette fac, c'est difficile, il faut un bon j'ai envie niveau. d'en parler. La licence, en tout cas pour l'instant, n'est pas sélective.
vous pouvez rentrer à la licence, enfin c'est sans doute le post-bac le plus simple à rejoindre, une licence. Par contre, c'est de la fausse sélectivité, on va dire, parce que là où il n'y a pas de sélectivité, c'est-à-dire pas d'entretien, pas de regard du dossier, enfin c'est vraiment quand vous ayez le bac, quoi, quand même, c'est un minimum. Le filtre se fait vraiment en L1 et en L2, c'est-à-dire si vous n'avez pas le niveau, ça se voit rapidement, quoi. Vous pouvez faire la mise à niveau, éventuellement, mais on a pu le voir, notamment en L1, la plupart qui sont partis, malheureusement, c'était des BTS des bacs pro et des bacs technologiques, parce que simplement, ils n'avaient pas les connaissances, ils n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires à faire une licence informatique. Comme je disais, ailleurs, on demande en général d'avoir un certain niveau en mathématiques. Bon, moi, ma terminale S, j'ai fini avec 3,5 en maths. Voilà. Donc, ça peut passer à condition, bien sûr, que vous bossez après. Comme je disais, on reprend les mêmes matières, donc vous avez une chance de vous rattraper sur les L1. Bon, l'avantage, c'est que vous débarrassez des maths en L3, mais ça n'empêche pas que de la complexité, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment des petites mathématiques appliquées à l'informatique, on en fera à tous les domaines de la licence ou du master. Après, pour le master en lui-même, pour la sélectivité, c'est sur dossier. En fonction du master, ça peut être jusqu'à l'entretien, notamment tout ce qui va être sciences informatiques et les deux dont je vous parle qui est en bas à droite, donc qui se fait avec l'UIT. Donc là, ça peut être sur dossier et sur entretien. Donc là, on va vraiment regarder votre niveau. Après, pour les autres masters, normalement, ils demandent au minimum, forcément, comme je disais, une licence 3 ou un niveau équivalent. Et bien sûr, un certain niveau en anglais, comme les cours sont en anglais. Tu as une idée du pourcentage d'admis en master? Non, je n'ai pas d'idée. J'ai le nombre de masters. Ils sont à peu près à 400 masters. Donc il y a quasiment autant de masters qu'il y a de licences. Donc bon, après, comme je disais, il y a des gens qui sortent de licence qui n'ont pas forcément master, puis il y a des personnes qui viennent de d'autres licences qui viennent en master arena. Donc ça tombe pas mal. Après, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé de chiffres dessus, et on n'a pas répondu à mes mails. Donc il n'y a pas de chiffres sur le pourcentage. Donc voilà, c'est super d'avoir répondu à tes questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions vis-à-vis de tout ça? Sur des chiffres, des chiffres, j'ai dit ce que j'avais, mais... Non. Il y aura 2 autres conférences qui concerneront l'informatique. Janvier-février, IUT informatique de l'UBS à Vannes et IUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Et c'est de l'informatique. Plus orienté. Plus orienté. Je crois qu'à Vannes, ils sont surtout informatique et statistique. D'avoir un est surtout informatique et électronique. Donc il faut savoir que le programme que je vous ai présenté, il n'est pas présent dans toutes les facs. Il est spécifique à Rennes. Parce que tout ce qui est partiel, tout ce qui est examen, tout ce qui est cours, c'est spécifique à l'université. C'est l'université qui décide de ce qu'ils vont faire. C'est l'université qui décide des examens. Donc vous ne trouvez pas cette formule autre part. Sans doute, bien sûr, il y a quelques matières en commun, forcément, mais vous ne retrouverez pas cette formule. Donc si vous voulez faire l'informatique électronique, ça peut être un bon point d'aller à Rennes 1, en tout cas à Beaulieu. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci Théo, bravo.